Dans le podcast AWS en français, cette semaine, nous parlons des nouveautés annoncées des 2 dernières semaines. Nous parlerons de nouveautés en matière de stockage avec Amazon S3, une nouvelle base de données également, et puis Grafana Manager, qui est maintenant disponible pour toutes et tous. On parlera d'une réduction de prix, une fois n'est pas coutume, et puis de nouvelles possibilités offertes par Amazon VPC et AWS CloudFormation. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français, c'est la rentrée, bonne rentrée à vous si vous reprenez le chemin du boulot. Le podcast lui il s'est pas arrêté pendant les vacances, il y a eu des épisodes toutes les semaines. Si vous avez encore du temps ou si vous partez en vacances peut-être maintenant, il est temps de télécharger ces épisodes et de les écouter dans les semaines et dans les jours qui viennent. Le podcast AWS en français est disponible dans toutes les applications de podcast, que ce soit Podcast Addict, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music évidemment, Spotify, Deezer et des tas d'autres. S'il n'est pas disponible dans votre application préférée, dites-le moi sur Twitter, Sebsto, SEBSTO, et je me ferai un plaisir de l'ajouter. Une semaine sur 2, nous passons en revue les nouveautés AWS et on voit que c'est la rentrée aussi côté AWS parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé ces 2 dernières semaines. Alors je les prends dans l'ordre antichronologique, donc de la plus vieille il y a 2 semaines à la plus récente maintenant, donc c'est le seul ordre que je suis. La première annonce concernait une nouvelle base de données. Vous savez que chez Amazon, nous pensons qu'une base de données unique, relationnelle typiquement, pour tous vos besoins, c'est pas la meilleure façon de faire. Comme vous construisez une maison, vous utilisez différents types d'outils. Quand vous construisez une application, vous utilisez la meilleure base de données pour le modèle de données et l'usage qu'en fait votre application. Typiquement, quand vous vouliez soulager une base de données relationnelle très chargée, vous allez y mettre un cache devant pour aller faire les lectures dans le cache et puis les écritures dans la base de données, mais cela implique de devoir changer le code de votre application puisqu'il faut aller mettre de la logique dans l'application, de dire je vais d'abord aller regarder dans le cache, si c'est pas là je vais aller regarder dans la base de données. Donc c'est une opération assez lourde qui ne se fait pas très simplement. Le problème des caches en mémoire souvent c'est qu'ils sont pas durables non plus, donc vous pouvez pas utiliser un cache en mémoire pour stocker vos données parce que si jamais le cluster s'arrête pour une raison ou une autre, vous perdez les données. Et c'est ainsi qu'il y a 2 semaines, AWS lance un nouveau service qui s'appelle Amazon MemoryDB for Redis. MemoryDB. Donc c'est une base de données en mémoire compatible avec Redis, mais qui est durable, c'est-à-dire qui va survivre à la perte d'un nœud du cluster. Vous pouvez même arrêter le cluster, backuper les données, récupérer les données au démarrage d'un autre cluster, comme vous le faites avec RDS par exemple. Durable, mais en mémoire. Donc elle allie d'un côté les performances des caches en mémoire. Côté performance, on parle de lecture en microsecondes et de single-digit millisecondes, donc moins de 10 millisecondes pour l'écriture en mémoire, avec la durabilité des bases de données que vous aimez. Donc vous pouvez utiliser MemoryDB for Redis comme primary, je suis en train d'essayer de traduire de l'anglais en parlant, comme base de données principale pour vos applications. Et dans le blog post que j'ai mis évidemment dans les notes de ce podcast, mon collègue Danilo vous montre un exemple d'une application Python qui utilise MemoryDB comme base de données principale en utilisant les API de Redis, puisque cette nouvelle base de données est compatible avec Redis. Amazon MemoryDB for Redis, une base de données compatible Redis, durable, en mémoire, avec des reads à la microseconde. Nous fêtons un anniversaire cette année aussi. On a fêté il y a quelques semaines l'anniversaire des 15 ans d'S3, mais peu après S3, il y a 15 ans également, est arrivé Amazon EC2, la première fois que un cloud provider, à l'époque on ne parlait pas encore de cloud, vous permettait de démarrer des virtual machines Linux à l'époque, juste avec votre carte de crédit, sans aucun engagement ou contrat et juste en payant à l'heure. À l'époque c'était un peu rock'n'roll de démarrer une Amazon C2, une instance Amazon EC2, parce qu'il n'y avait pas de volume EBS, donc les EMI elles étaient stockées en petits morceaux sur S3, et donc il n'y avait pas de durabilité non plus. Si on terminait la machine, on perdait tout ce qu'il y avait sur la machine. Il n'y avait pas de VPC, donc il n'y avait qu'un seul réseau général, ce qu'on appelle aujourd'hui le VPC classique, C2 Classic Networking, un réseau général pour tous les clients. Toutes les instances avaient une adresse IP publique. La seule protection, isolation que vous aviez, c'était les security groups. Donc tout ça a bien évolué avec le temps. Jeff Barr a écrit un blog post assez intéressant où il
relate ses mémoires, ses souvenirs de ce launch et des premières features qui sont venues par la suite. EBS par exemple, 2 ans après, les load balancing, auto-scaling, CloudWatch est venu en 2009, donc 3 ans après, VPC également en 2009, Nitro et puis toutes les autres nouveautés qu'il y a eu sur Amazon EC2. Amazon EC2 fête ses 15 ans, bon anniversaire Amazon EC2. Peut-être vous utilisez AWS Backup Manager pour gérer les backups de vos instances EC2 ou d'autres données que vous avez dans le cloud. Il y a une nouvelle fonctionnalité dans Backup Manager qui s'appelle Backup Audit Manager qui vous permet d'auditer vos politiques de backup. Donc mettre en place des politiques d'audit pour vérifier la fréquence des backups, la rétention des backups, les accès aux backups, la replication des backups sur plusieurs régions, etc. On vous donne 5 templates de check, de possibilités que le service peut vérifier pour vous et il lève des alertes si jamais vous n'êtes pas compliant. Donc si vous évoluez dans un monde ou dans une industrie qui a besoin de conformité assez stricte et notamment sur les backups, allez jeter un coup d'œil à AWS Backup Audit Manager. Une réduction de prix avec 32% de réduction de prix sur Amazon Textract dans 8 régions et une augmentation de performance aussi, jusqu'à 50% de performance en plus, ou de temps de processing en moins, ça dépend comment on le prend, sur les jobs asynchrones de Textract. Textract, c'est ce service qui utilise de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine pour faire quelque chose qui est assez vieux finalement dans l'industrie, c'est de l'OCR, Optical Character Recognition. Vous lui donnez une feuille avec du texte, un formulaire typiquement, et il va extraire le texte de ce formulaire. Il va l'extraire de façon structurée. Donc dans un formulaire, il est capable de reconnaître le champ, nom, prénom, adresse, etc. Donc nos clients utilisent Textract essentiellement pour traiter en masse des formulaires. Pensez à l'industrie financière, aux assurances, aux caisses d'assurance santé. Voilà, c'est le genre de société qui utilise en général Textract pour aller lire, comprendre des documents écrits en volume. 32% de réduction de prix dans 8 régions différentes. Celle-là, pour moi, c'était Noël avant l'heure, une amélioration sur AWS CloudFormation. CloudFormation, c'est ce service qui vous permet de créer de l'infrastructure à partir d'un fichier YAML ou JSON. Donc, vous décrivez votre infrastructure et CloudFormation va la créer pour vous dans le bon ordre en tenant compte des dépendances. Il est capable également d'effacer l'infrastructure si vous n'en avez plus besoin. Jusqu'à présent, quand il y avait une erreur dans votre stack, CloudFormation s'arrêtait forcément. Et puis là, il y avait 2 options. Soit il faisait un rollback, donc il effaçait toutes les ressources qui avaient été créées avant, soit il laissait tout comme ça, à moitié démarré, ce qui vous donnait le temps de pouvoir vous connecter par rapport sur une instance EC2 par exemple, pour aller voir pourquoi la création du stack avait échoué. Depuis cette semaine, vous avez une 3e option qui est de redémarrer la création du stack à l'endroit où elle s'est arrêtée. Alors, soit vous pouvez simplement faire un retry, si par exemple l'erreur est externe au stack CloudFormation, on recommence simplement, on réessaye. Soit vous avez l'option d'aller modifier le template ou modifier les paramètres du template pour redémarrer la création de votre stack à partir de l'endroit où ça s'était arrêté. Et donc c'est un gain de temps considérable, parce que imaginez que votre stack mette 15-20 minutes à se créer, que l'erreur arrive tout à la fin, il faut de nouveau quelques minutes pour tout effacer, et puis il faut de nouveau 15-20 minutes pour recréer un nouveau stack et tester votre changement. Ici, vous allez pouvoir tester vos changements, itérer plus rapidement en redémarrant la création du stack à partir de l'endroit où il s'est planté. Allez voir comment ça marche, je vous mets le lien. C'est aussi Danilo qui a écrit le blog post là, et je vous mets le lien dans les notes de ce podcast. Une nouveauté sur VPC, depuis quelques mois, je crois que depuis l'année passée, nous avions ajouté la possibilité de router tout le trafic entrant-sortant dans votre VPC sur un subnet particulier, plus précisément sur une network interface particulière, typiquement la network interface d'une appliance qui va vérifier le trafic, qui va faire du Deep Packet Inspection. Vous savez, tous ces outils qu'on appelle IDS ou IPS, Intrusion Detection System ou Intrusion Prevention System, tous ces outils qui analysent votre trafic en temps réel. Donc ça, c'était possible pour le trafic rentrant et sortant de votre VPC, ce qu'on appelle le trafic nord-sud, mais il n'y avait pas possibilité de faire ça pour le trafic est-ouest. Donc imaginez que vous vouliez inspecter le trafic au sein de votre VPC. Tout le trafic qui va entre le subnet 1 et le subnet 2 doit être inspecté à travers un network firewall ou une appliance d'IDS ou d'IPS. Ce n'était pas possible. Et bien voilà,
Grafana, maintenant c'est possible. C'est ce qu'on appelle du More Specific Routing. On peut maintenant associer à une table de routage d'un subnet une route qui est plus spécifique que celle du VPC complet. Donc on peut dire que le trafic à destination de tel subnet doit passer par tel network interface. Donc si vous êtes dans la sécurité réseau ou dans la compliance, la sécurité, allez jeter un coup d'œil sur cette amélioration de la possibilité de routage au sein d'un VPC qui vous permet maintenant d'inspecter le trafic qui passe d'un subnet à l'autre dans le même VPC. Grafana, c'est une solution open source que vous connaissez peut-être qui vous permet de visualiser des données, faire des beaux dashboards à l'écran. En collaboration avec Grafana Labs, nous avions annoncé lors de la conférence re:Invent de décembre l'année dernière un service managé de Grafana pour que vous n'ayez pas à installer, à vous assurer de la disponibilité de Grafana, mais que vous puissiez l'utiliser très simplement comme les autres services managés que nous offrons. C'était en preview limité depuis décembre l'année passée. Nous sommes maintenant en mesure d'ouvrir le service à tout le monde et donc le service managé de Grafana est disponible pour vous toutes et tous, avec quelques nouvelles possibilités depuis la preview également, notamment la mise à jour de la version majeure de Grafana, c'est la version 8 qui est utilisée, des dizaines de data sources qui ont été rajoutées également. Il y a un plugin JSON pour ingérer des données brutes en JSON, mais également des plugins pour se connecter à Redis, à SAP HANA, à Salesforce, à ServiceNow, à Atlassian Jira, et puis des tas d'autres. Il y a d'autres améliorations en matière de sécurité également, avec la possibilité de faire du single sign-on entre un workspace Grafana, donc pour les utilisateurs de Grafana, on supporte Samuel, et puis on a travaillé avec des IDP comme CyberArk, Okta, OneLogin, Ping Identity, évidemment Azure Active Directory, pour pouvoir ainsi faire du single sign-on vers les workspaces de Grafana. Si vous faites de la visualisation de données avec Grafana, allez jetez un coup d'œil sur Amazon Managed Grafana, c'est disponible généralement, GA comme on dit, generally available pour tout le monde depuis le 31 août. Enfin, cette semaine, c'est le Storage Day. Donc, il y a beaucoup d'annonces liées faites au stockage, toute forme de stockage, notamment des nouveaux tiering intelligents sur EFX et sur S3. Vous savez, le tiering intelligent, c'est l'utilisation d'apprentissage machine pour pouvoir déplacer vos données d'un tiers de stockage à un autre en fonction de vos patterns d'utilisation des données, de manière à ce que vous payiez le moins cher possible pour vos données. Une annonce parmi les nombreuses annonces liées au stockage, une que j'ai épinglée, c'est la création d'Amazon S3 Multi-Region Access Point, des points d'accès S3 multi-régions. Alors les points d'accès S3, c'est pas nouveau, ce sont comme des alias DNS qui vous permettent d'accéder à un bucket S3 avec des groupes de permissions séparés par access point. Maintenant, nous créons, ou dans S3, il y a la possibilité de créer un access point multi-région. Donc ça utilise la couche réseau AWS Global Accelerator en dessous pour vous donner un point d'entrée dans le réseau AWS proche de vos clients et de router le trafic vers différents buckets en multi-région, de manière à ce que vos clients puissent aller chercher votre contenu au plus proche de là où ils sont dans le bucket S3 le plus proche. Donc c'est non seulement pour une question de disponibilité, là où avant vous deviez mettre du code applicatif qui allait vérifier où l'application fonctionnait, éventuellement la disponibilité du réseau pour accéder à Amazon S3 et aller chercher le bucket le plus efficace pour votre utilisateur. Maintenant, ça va se faire automatiquement. Vous créez un point d'accès multirégional qui pointe vers plusieurs buckets dans plusieurs régions, et de cette façon, ce point d'accès, quand vous le donnez à vos clients, le trafic sera routé automatiquement sur le bucket S3 le plus proche en matière de latence, le plus proche de votre utilisateur. C'est mon collègue italien Alex Casalboni qui a écrit le blog post qui vous donne une excellente overview de cette fonction multirégion, donc les access points multirégion pour Amazon S3.
Et c'est la fin de ce podcast de cette semaine. La semaine prochaine, je recevrai le directeur général du service Amazon Location Service, un service de géolocalisation qui a été lancé en preview à reInvent l'année passée, qui est GA depuis le mois de juin, si je me souviens bien, qui est disponible depuis le mois de juin. Le directeur général de service est francophone, il est basé à Vancouver au Canada et il répondra à mes questions, vous fera découvrir ce service, comment vous pouvez l'utiliser dans vos applications. Ça sera vendredi prochain dans le podcast AWS en français. Bonne journée, bon week-end, bonne semaine. Rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.